La vérité, là, tout simplement, la librairie souffre d'une très grave crise de mévente. Allez pas croire un seul zéro de tous ces prétendus tirages à 100 000, 40 000 et même 400 exemplaires. Attrape gogo. Alas, alas, seule la presse du cœur, et encore, se défend pas trop mal, et un peu la série noire et la blême. En vérité, on ne vend plus rien. C'est grave. Le cinéma, la télévision, les articles de ménage, le scooter, l'auto à 2, 4, 6 chevaux font un tort énorme aux livres. Tout vend à tempérament, vous pensez. Et les week-ends et ces bonnes vacances trimensuelles et les croisières lololulu, salut petit budget, voyez dette, plus un fifrelin disponible. Alors, n'est-ce pas, acheter un livre, une roulotte encore, mais un livre, l'objet empruntable entre tous. Un livre est lu, c'est entendu par au moins 20-25 lecteurs. Ah, si le pain ou le jambon, mettons, pouvait aussi bien régaler une seule tranche, 20-25 consommateurs, quelle aubaine! Le miracle de la multiplication des pains vous laisse rêveur. Mais le miracle de la multiplication des livres et par conséquent de la gratuité du travail d'écrivain est un fait bien acquis. Ce miracle a lieu le plus tranquillement du monde, à la foire d'Empoigne ou avec quelque façon par des cabinets de lecture, etc., etc. Dans tous les cas, l'auteur fait Tintin, c'est le principal. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle ou d'une rente d'un très grand parti ou d'avoir découvert, plus fort que la fusion de l'atome, le secret de vivre sans bouffer. D'ailleurs, toute personne de condition privilégiée, gavée de dividendes, vous affirmera comme une vérité sur laquelle il n'y a pas à revenir et sans y mettre aucune malice, que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre, et pas qu'un peu, et tant et plus, puisqu'il n'enfante que dans la douleur, et que la douleur est son maître, Monsieur Socle. Au surplus, chacun sait que la prison ne fait aucun mal à l'artiste. Au contraire, que la véritable vie du véritable artiste n'est qu'un long ou court jeu de cache-cache avec la prison. Et que l'échafaud, pour terrible qu'il apparaisse, le régale parfaitement. L'échafaud, pour ainsi dire, atteint l'artiste. Tout artiste qui échappe à l'échafaud ou au poteau, si vous voulez, peut être, la quarantaine passée, considéré comme un farceur, puisqu'il s'est détaché de la foule, qu'il s'est fait remarquer. Il est normal et naturel qu'il soit puni exemplairement. Toutes les fenêtres sont louées déjà et à prix fort pour assister à son supplice, le voir enfin grimacer, sincèrement. Place de la Concorde, par exemple. La foule arrache déjà les arbres, en fait qu'un espace vide immense des Tuileries, pour mieux lui regarder cette binette quand on lui coupera le cou doucement, tout doucement, avec un tout petit canif. La fin du clown, celle qu'on attend, c'est pas tellement qu'il soit cocu, mièvre, réjouissance. C'est qu'on le ligote sur le chevalet ou sur la roue, et qu'on le fasse là, hurler 4-5 heures. C'est ce qui se prépare pour l'écrivain. Clown aussi, pardi. Il n'arrive à échapper à ce qu'on lui mijote que par roublardise, larbinage, tartufiage, ou par l'une des académies, la grosse ou la petite, ou une sacristie, ou parti, autant de refuges bien précaires. Pas d'illusion, comme il tourne mal et souvent, ces soi-disant refuges, et ces engagements, hélas, hélas, même pour ceux qui ont 3 ou 4 cartes, autant de pactes avec le malin. Au total, si vous regardez bien, vous verrez nombre d'écrivains finir dans la dèche, tandis que vous trouverez rarement un éditeur sous les ponts. N'est-ce pas cocasse? Je parlais de tout ceci à Gaston l'autre jour, Gaston Gallimard.
Et Gaston en connaît un bout, vous pensez? Il trouvait, pour ce qui me concerne, que je devrais bien essayer de rompre le silence qui m'a fait tant de tort. Le rompre, un bon coup. Sortir de mon effacement pour faire reconnaître mon génie. Dis, j'ai dit. Vous jouez pas le jeu, qu'il concluait. Il me reprochait rien, mais quand même, il est mécène, c'est entendu, Gaston, mais il est commerçant aussi, Gaston. Je voulais pas lui faire de peine. Je me suis mis à me rechercher, dardard, sans perdre une minute, quelques aptitudes à jouer le jeu. Pensez, scientifique comme je suis, si j'ai prospecté les abords de ce jouer le jeu. J'ai compris illico presto, et avant tout, que jouer le jeu, c'était passer à la radio, toute affaire cessante, d'aller y bafouiller, tant pis, n'importe quoi, mais d'y faire bien appeler son nom 100 fois, 1000 fois. Que vous soyez le savon grosse bulle ou le rasoir sans lame Gatouilla ou l'écrivain génial Illisi, la même sauce, le même procédé. Et sitôt sorti du micro, vous vous faites filmer en détail, filmez votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr, vos moindres avatars, et terminez le film, téléphone. Que tous les journalistes rappliquent. Vous leur expliquerez alors pourquoi vous vous êtes fait filmer votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr, qu'ils impriment tout ça gentiment, puis qu'ils vous refotographient et que ça repasse dans 100 journaux, encore et encore. Moi, n'est-ce pas, pour ce qui me concerne, je me voyais déjà embarqué dans un de ces affreux pataquès, justifier ci, glorifier ça. D'ailleurs, des amis publicistes m'ont tout de suite carrément refroidi. Tu t'es pas vu, Ferdinand? T'es devenu fou? Pourquoi pas télévisionner avec ta poire, avec ta voix? Tu t'es jamais entendu, tu t'es pas regardé dans la glace, ta dégaine. Je me regarde pas souvent dans la glace, c'est exact, et le peu que je me suis regardé à travers les ans, je me suis toujours trouvé de plus en plus laid. C'était d'ailleurs l'avis de mon père. Il me trouvait hideux. Il me conseillait de porter la barbe. Mais c'est du soin, la barbe, mon fils. Et t'es cochon et tu pueras. Concluait mon père, quant à ma voix, je la connais, pour crier « Au feu !» Elle porte, mais je vais pas lui demander du charme. En somme, ni écoutable, ni regardable. Je l'ai pas avoué à Gaston, je me suis rabattu sur Paulin, l'officieux Paulin. Paulin, si on s'interviewait. Plutôt, si vous m'interviewiez, ça serait pas mal une interview. Ça arrangerait peut-être Gaston. Il veut que je joue le jeu. C'est pas le grand jeu, l'interview, non? Vous faites passer cette interview dans vos cahiers antiques, ça leur donne une sorte de petit choc. Ça leur fait pas de mal. Paulin était plutôt d'avis, il voulait bien, mais il avait tout son temps pris. Il était retenu pour des mois, et puis il repartait pour une cure. C'est toujours la croix, la bannière pour avoir quelque chose chez Gaston. Ils partent en cure ou ils en reviennent. S'ils en reviennent, ils ont tellement de lettres en retard qu'ils sont des mois à répondre, dicter, redicter. Une fois mis les lettres sous enveloppe, collé les timbres, ils sont à bout sur le flanc, ils repartent en cure. Ils ont vraiment tout le temps pris tout l'état-major de Gaston. Vous comprenez pas? Vous posez des questions idiotes. Vous qui êtes oiseux, bon à rien foutre, fainéant d'auteur, paradis de l'édition. Vous rêvez, voilà, vous rêvez. La réalité vous échappe. Ce qui était réel, question Paulin, c'est qu'il repartait en croisière. Encore. Fallait que je trouve un autre baron, un intervieweur qui reste là, qui part pas en cure. J'en trouvais un, puis deux, puis trois, puis 10, qui étaient très capables et qui voulaient bien, mais qui me posaient une condition, que je les mouille pas, que je les cite pas. Ils acceptaient, mais anonymes. Je comprends très bien les prudences. Et comment? On n'est jamais assez prudent. À la fin, ils étaient 50, l'embarras du choix. Comme je voulais vexer personne, comme je fus embarrassé, certains si déclamatoires, d'autres tellement discutailleurs, j'en trouvais un, ça valait mieux, qui m'était tout à fait hostile, sournois et méfiant. Il voulait pas venir chez moi. Il voulait pas que j'aille chez lui.
Il voulait que d'un endroit public, où on passerait inaperçu. Soit, je lui dis, choisissez l'endroit qui vous plaît. Au square des Arts et Métiers.